Bon les amis, on va revenir un peu sur ce qui se passe dans le Golfe là. Donc voilà, par rapport à la vidéo d'hier, il y a l'un des deux bateaux qui a été relâché. Par contre l'autre a été gardé. Euh, il a été gardé pour une infraction à la con, mais on sait tous très bien que c'est une mesure de rétorsion. Ce qui est marrant, ce qui est cynique, c'est que les Anglais pleurent en disant que c'est des gestes inacceptables pour la liberté de la circulation. Ils viennent de ces... Ça, c'est typiquement voilà, l'OTAN et ce genre de gens, de façon qu'on rencontre aussi dans notre vie de tous les jours. C'est aussi certains gauchistes qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont moralement irréprochables. Eh, c'est des gens qui, par exemple, te pleurnichent quand tu leur poses des questions et ils vont pleurer en disant ouais, il me cyberharcèle. Et puis, voilà, mais ils répondent pas aux questions. Et là, c'est pareil, on ne parle plus des faits. Ça, c'est le propre de tout manipulateur, de tout vicelard. Que ce soit un mec sur Internet qui passe son temps à tromper son public ou un pays. Ils refusent, ils oublient ce qu'ils font, ils ne parlent pas de ce qu'ils font. Comme des racailles, en fait. C'est toujours le même problème. Le gars, il vient, tu lui as rien demandé, il vient te parler, tu lui réponds mal parce qu'il te parle mal, et après, il te dit ah non, mais je l'emmerde parce qu'il m'a mal parlé. Non, mais tu m'as mal parlé en premier. Ou tu as des types qui font des vidéos sur toi parce que tu leur parles pas, et après, ils te disent ouais, c'est parce que tu as parlé sur moi que j'ai fait une vidéo. Non, tu as fait une vidéo sur moi, je t'ai posé une question. Tu vois, voilà, c'est le même principe. Hein. Pour vous expliquer un petit peu. Si, parce qu'on le retrouve ça sur YouTube, on le retrouve dehors, et on le retrouve là. Donc eux saisissent un bateau sans aucune preuve. Il faut savoir que chaque jour passé en saisie, ça coûte de l'argent. C'est des 100 millions ou en centaines de milliers d'euros. Les juges anglais viennent de prolonger pour 30 jours la saisie d'un bateau, d'un pétrolier iranien qui circule dans les eaux internationales. Ils viennent de relancer de 30 jours le processus. On voit bien que ça n'a ni queue ni tête. C'est juste pour emmerder les Iraniens, voire peut-être même pour les provoquer, les chauffer. C'est la spécialité des Anglais. Les Anglais, l'Empire britannique, 500 ans de vol, de pillage et de massacre pour voler tout le monde. Et maintenant, tu les vois arriver en touristes, ils te regardent de haut, ils se prennent pour l'élite du monde. Alors que ça reste quand même ces pays-là, ces pays anglo-saxons. C'est une petite élite avec un gros réservoir d'alcooliques pour les faire bosser. C'est ça, hein, c'est regarder l'Angleterre. L'Angleterre, c'est quoi? Venez toutes les boîtes, nous avons un réservoir de main-d'œuvre. C'est des rouquins, ils n'ont pas de quoi se soigner les dents. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, après, tu regardes les gars de haut. Ils saisissent un bateau iranien sous aucun. Sans prétexte. Il paraît que. Alors attends, si, ce bateau doit faire la preuve qu'il ne va pas en Syrie. Mais à ce moment-là, moi, je vais me mettre sur la nationale, j'arrête toutes les voitures, je quelqu'un me fasse la preuve qu'elles ne vont pas en Syrie, que le gars, il va juste à Aubagne, poser sa belle-mère ou je sais pas quoi. Si, c'est exactement pareil. De quel droit? Selon quoi? Selon un embargo voté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais c'est une escroquerie. Tu votes des lois et tu les appliques. T'es jugé parti. Ça aucune, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a plus aucune valeur. C'est cinq malfrats qui se partagent le monde et qui ont mal. À la limite, s'ils avaient partagé le monde et ils l'avaient organisé, on dirait bon bah il faut toujours un barbeau au-dessus. Mais là, c'est des gens qui organisent le chaos. Et tu as deux fausses puissances internationales, la Russie et la Chine, qui sont des puissances régionales, je m'excuse de le dire, qui ne jouent pas le rôle de contre-pouvoir véritable, sans aller jusqu'à la guerre. Excuse-moi, la Russie, la politique russe est ambiguë. C'est la moindre des choses. Donc, comme chez El Loco, on a les moyens. Ah si. On vous a retrouvé une vidéo de l'arraisonnement du bateau. Comment il s'appelle ce bateau? Alors c'est un bateau sous pavillon libérien dont le propriétaire est anglais, avec du personnel philippin, indonésien et russe. Cherchez l'erreur. La mondialisation. Tu sais plus qui est quoi. Maintenant ils veulent faire des êtres comme ça, composites. Donc nous, on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas quand même pas les moyens d'amener un porte-avions dans mon appart. C'est petit, mon appart, il est petit tout. Par contre, on a réussi à trouver. Ouais, c'est un F-117. C'est un F-117 marseillais, je sais. Ouais, écoute, le gars, il a niqué l'aile en l'empruntant devant la mairie. Voilà. Ah, attends. Ah ouais, c'est bon. Gars. Ah, bombing Iran. Regarde avec les feux. Regarde. Ah là, je l'ai acheté au puce là, tout à l'heure. La femme qui me l'a vendu, elle a dû croire que c'était pour mes enfants, mais j'ai pas d'enfants, c'est moi l'enfant. Alors, cet appareil-là, c'est un F-117. Vous allez voir, il y a un lien.
Et vous allez voir qu'au montage, je vais vous mettre une vidéo de l'arraisonnement du Stena Impero par les Iraniens qui affirment qu'il y avait une frégate. Alors, cette vidéo-là, je vous parle de ça après, cette vidéo-là a son importance, puisque, bon, on est d'accord, des deux côtés, il y a une bataille d'images. Des deux côtés, ça balnave un peu. Balnave, c'est de l'argot français. Balnave, balnaveur, pipoter. C'est normal. D'un côté, ça pipote plus que l'autre. Côté OTAN. Mais ces images-là vont nous permettre de voir plusieurs choses. Une intervention propre de forces spéciales, enfin c'est plus des commandos là, des passes d'Aran, élytroyés. Et on va voir en fait qu'ils arraisonnent avec des petites vedettes. Je comprends mieux pourquoi ils ont reculé face au Mont Rose. Parce que je vous explique, moi depuis hier, ce qui me tracasse, c'est que je sens les Iraniens très déterminés, qui veulent y aller. Et j'étais étonné de les voir reculer devant la frégate Mont Rose. Alors que je ne pense pas que ce soit la peur. Maintenant, je comprends mieux, ils avaient des vedettes comme ça. Regarde, c'est limite d'Haricole, le triporteur, leur vedette. Non, donc c'est ouais, tu m'étonnes, tu vois une vedette, même une vedette, tu vois une frégate anglaise lourdement armée, ou même une corvette, ou même un aviso, tu te fais la paire, tu peux pas tenir. C'est très simple, ils ont quoi? Ils ont des roquettes, là, ils te balancent des kebabs, des sauces blanches, sauce algérienne, sauce machin, et ils ont des mitrailleuses 12-7, qu'est-ce que tu veux faire? En face, ils ont lancé un missile harpon, il n'y a plus personne dans la zone. On voit aussi, où on ne voit pas le navire anglais que les Iraniens prétendent avoir défié. C'est pas très grave, de toute façon, ils ont marqué un grand coup. Ce qui est marrant aussi, c'est que, alors moi hier, je vous dis que je m'attends à des frappes, mais c'est marrant de voir les Anglais et l'OTAN et Trump, là, hein, qui commencent à se faire chambrer, faire profil bas. Les Anglais, aujourd'hui, déclarent rechercher comme des faux culs, comme d'habitude. Hein, on commence à les connaître. On recherche une solution politique. Comme en Irak, comme en Libye. Ces gens détruisent le monde alors qu'ils prétendent l'organiser. Ces gens n'apportent rien à la civilisation. Ces gens se greffent sur la civilisation occidentale qui n'a rien à voir avec ses prédateurs. Ce sont des hyènes. Ces gens ne s'en prennent qu'à des petits pays ou à des pays qu'on a affaiblis. Et lorsqu'ils ont affaire à des pays qui montrent un peu leurs muscles, qui la posent sur la table, il n'y a plus personne. Et ça fait des films, on est brave, on est courageux. Comme à la Kyberpass, comme en Inde aussi, où ils vous ont chopé comme un peu partout, où dès qu'ils s'accrochent avec vous, il n'y a plus personne, dès que vous avez 4 morts, ça chiale. Alors qu'en face, ils en ont beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas l'armement. Voilà, encore une fois, une posture de lâche. Des gens qui harcèlent l'Iran depuis 40 ans. Mais
J'arrive à comprendre qu'Israël en veuille à l'Iran, parce que les deux ne s'aiment pas, on sait qu'ils veulent... Hein, bon, ils s'aiment pas, là, je comprends. Mais les Anglais, le gouvernement français, vous savez pourquoi? Pareil, on parlait de l'affaire de Ruggie, mais l'affaire Carlos Ghosn, c'est la même chose, tout le monde est tombé dans le panneau, ouais, c'est un riche, putain. Encore une fois, on t'a baladé à l'émotionnel, parce que c'est ce qu'on te dit depuis le début. Encore une fois, on te balade à l'émotionnel. Je ne suis pas de la famille de Carlos Ghosn, je ne suis pas de la famille de Ruggie, mais encore une fois, t'es un abruti. De toute façon, c'est toi qui fais le système. Encore une fois, on te balade à l'émotionnel. Carlos Ghosn, c'est un riche. Oh, t'es content de voir un riche aller en prison, tu te pignoles, je sais pas, ça te fait un truc, t'es frustré. Moi, personnellement, je m'en fous. Qui bouffe du riz au Japon ou pas. Bon, au passage, on voit que les Japonais traitent tout le monde à égalité, ça ne m'étonne pas. Hein, parce qu'ils ont des principes, ils les respectent bien, eux. Mais l'affaire Carlos Ghosn, c'est ni plus ni moins que le type qui gère Renault, que les USA veulent détruire, et lui voulait rester en Iran. C'est ça une analyse. C'est pas, hey, c'est un riche. Alors demain, ils attaquent ton père parce qu'il est riche, ton grand-père. En fait, je m'aperçois qu'en Europe, c'est devenu comme les pays arabes. C'est-à-dire, ils se regardent tous les uns les autres tomber en regardant le méchant américain taper. Eux, on s'en fout, c'est un riche. Ben, parce que le gouvernement français ne soutient pas ses industriels. Quand tu vois que De Margerie, parce qu'il voulait continuer à travailler avec Poutine, s'est fait exécuter sur l'aéroport de Moscou, et puis un super coup. Alors, je ne sais pas qui a fait ça, mais balèze, parce qu'ils l'ont fait en territoire inamical. Carlos Ghosn, de Ruggie, là c'est toujours pareil, tu vois, voilà, ces gens passent leur temps à détruire le monde, à le manipuler, et là ils sont tombés sur un os. Et regardez, donc on recherche une solution politique, comme en Syrie, en Libye, parce qu'ils étaient beaucoup plus faibles. Voilà aussi pourquoi je fustige les gouvernements arabes et une certaine mentalité en leur disant arrêtez de faire ce que vous faites là, du tragicomique depuis 30 ans, parce que vous n'avez pas d'honneur. Hein. Faut être honnête. Hein. Vous avez laissé des pays arabes tomber. Tu peux en raconter ce que tu veux. Si ton honneur, tu le mets dans des bagarres de rue ou sur ton voisin que tu regardes méchamment parce qu'il fait 1m60, t'es une merde. Moi, mon principal reproche dans le monde arabe, c'est qu'il n'y a aucun dirigeant qui ne permette l'éclosion d'une société viable avec toutes ses composantes. C'est qu'on a tout criminalisé, c'est qu'on a créé des sociétés névrosées, on a laissé les plus arriérés des religieux diriger des gens qui sont devenus névrosés, entre tous les interdits, entre les chocs culturels, ils ont des produits occidentaux mais ils ne savent plus comment faire. Ben, ça donne des nanas voilées avec le string alert qui mâchent du chewing-gum et qui discutent avec 3 mecs. Quelque part, soit tu discutes avec 3 mecs, tu fais ta vie. Je sais, elles font ce qu'elles veulent, mais je dis ce que je veux. Hein, parce que si tu n'as pas compris ça aussi, il ne vient pas jouer le féministe en carton ou le libéral, je suis plus libéral que toi. Je sais que juste qu'on assiste à ça. Et le reproche que je puisse faire, c'est que ces gens-là, avec de l'or en barre dans les mains, ils se sont inclinés, ils se sont fait posséder par les anglo-saxons du début jusqu'à la fin. Et le peu qui reste maintenant ne peut pas s'élever. Ben là, c'est pareil, je m'aperçois que c'est la même chose. L'Iran ne se laissera pas faire. L'Iran la veut, cette guerre. Les autres ne la veulent pas. L'Iran a décelé un bluff. Ou alors peut-être plus vicelard. Parce qu'il y a des gens qui la veulent, côté américain, tout ça. Les eschatologues, je peux les comprendre. Les rapaces qui veulent une purge du système pour redémarrer, ils sont pressés de détruire le dollar et de détruire toutes les économies. Parce que je vais aussi vous dire une chose, si le dollar tombe, ce n'est pas l'économie américaine qui sera détruite. Ce sont toutes les économies. Russes, chinoises. Ils peuvent toujours essayer de vendre les T-bonds qu'il leur reste, c'est fini. Et là, on a affaire à un os. On apprend aussi que les Saoudiens vont accueillir des troupes américaines. Ça ne peut qu'aller à la guerre. Alors pour répondre à quelqu'un, pourquoi je donne une fenêtre de tir? Parce que c'est une intuition. Si je me suis planté, bah écoute, je me suis planté. Je pense qu'à force de faire des analyses, il faut aussi prévoir. On n'est pas là que pour monétiser. Il faut prévoir des choses, annoncer des trucs. C'est comme... on n'est pas scientifique, mais on essaie un petit peu d'imiter un peu les théories scientifiques et la réfutabilité. Donc donner des trucs. Ma théorie tient la route si on voit ça et si on ne voit pas ça, selon tel calcul. Ben là, je pense que ma théorie tient la route. Et le fait de donner une date me permet aussi de mouiller un peu. Après, si la date n'est pas respectée, c'est pas grave. Je te rappelle que c'est pas BetClick, tu mets pas d'argent. On est là, on fait des analyses. C'est compliqué de donner une date. Tu peux pas donner une date parce que les personnes qui veulent intervenir ne l'ont peut-être pas la date. Ça dépend de beaucoup de choses. À l'heure où je te parle, il y a des reconnaissances. Oh, le tiramisu. Je suis sur Téhéran, là. Voilà. Je veux faire partie de l'OTAN. Je veux avoir Netflix chez moi, regarder les Watchmen, acheter du Bitcoin. Vous voulez acheter du Bitcoin, madame? Mettez-vous dans le coin.
Oh merde, c'est une vidéo. Non mais, on reprend notre calme, on reprend notre sérieux, on reprend notre boogie style. Je viens de te montrer un F-117 à la Marseillaise. Il manque une aile, normalement c'est en V, comme le Fouga Magister. Le F-117, c'est le père de famille, et la mère de famille, il est ce qu'il veut, de toute façon, c'est une pizza, voilà, c'est une pizza non binaire. Ne soyons pas binaires, c'est vrai pour les avions. C'est un avion, c'est une avion, c'est un bateau aussi. Bah, peut-être qu'il, je sais pas, oui, il a un corps d'avion, mais peut-être qu'il se sent bateau. Peut-être même qu'il se sent vélo, non, j'arrête. Il est pas beau. Tous les goûts sont dans la nature. Mais il n'est pas là pour être beau. C'est un avion qui a été développé secrètement sur la base de Nellis, aux USA, qui a été testé sur cette base, parce que c'est là où ils font leurs combats aériens, les exercices Red Flag, Blue Flag, je sais pas. C'est des exercices aériens avec des pays amis pour se tester à combattre un adversaire. Et puis tu as un escadron d'adversaires, déguisés en Sukhoi ou en Rafale ou en ce que tu veux, et ils s'affrontent. Donc c'est 12 000 ou 13 000 km² qu'il leur faut. Hein. C'est des avions qui vont très vite. Et dire, voilà, c'est pas un champ, hein. C'est pas tourne à droite vite, hein. Ça marche pas comme ça. Bon, bref. Cet avion-là a été développé là-bas. Pendant 7 ans, de 81, sa mise en service, date de mise en service jusqu'à 88, cet avion restait secret. Beaucoup de gens ont pu le voir sur la base 51, où il y a d'autres prototypes. Hein. Si vous allez jeter un œil sur les prototypes américains d'avions qui très souvent n'ont pas été mis en service, vous allez voir des UFO. Je vous promets. Ça, beaucoup de gens l'ont vu, parce qu'ils ne sortaient que de nuit. L'escadron auquel étaient rattachés ces avions-là, c'était du secret, archi-secret, flash secret, top de flash. Tu vois, c'est la plus haute classification du secret. Je ne sais pas comment ça marche aux USA. Je crois que c'est Cosmic Flash. Non, Cosmic Flash, c'est pour faire passer les messages. Parce que tu as des habilitations, confidentielles défense, secret défense, tout ça. Et tu as aussi des procédures. Cosmic Flash, c'est fait passer ce message à telle personne. Ou non, Cosmic Flash, c'est qu'il faut que le message passe vite à telle ou telle personne. Bref, c'est genre la Russie en train de nous attaquer nucléairement parlant. Bref, je diverge. Cet avion n'a finalement été rendu public qu'en 88, parce qu'il y a eu 2 accidents, ou un accident, qui ont été vus. L'armée a dû rendre public cet avion. Cet avion, c'est quoi? C'est un avion d'attaque au sol. Je le dis pour tous les mal comprenants aussi, hein. C'est-à-dire des gens qui viennent voir juste ma vidéo, et qui m'aiment pas, mais ils viennent voir mes vidéos, c'est très gentil à vous, juste pour essayer de... Voilà, c'est sympa là, ça monétise. Vous remarquerez ces angles. Allez voir les avions des années 80, c'est pas le même design, ça c'est un design, c'était un design de martien. Les angles, l'angulation, on va essayer de le mettre bien devant la caméra, regarde les angles qu'il a. Sont étudiés pour refléter les ondes radar un peu partout et les disperser, afin que ces ondes radar ne reviennent pas vers le point d'émission, et donc que la surface équivalente radar soit la plus réduite possible, afin qu'il soit invisible. Et encore une fois, lorsqu'on parle d'invisibilité, on ne parle ni d'invisibilité oculaire. C'est sûr que tu peux le voir s'il descend à basse altitude. Il n'a pas la cape magique d'Harry Potter. Parce que Harry Potter avait une cape magique d'invisibilité, je ne suis pas sûr. On parle pas... Enfin, on parle d'invisibilité radar. Mais qu'est-ce que l'invisibilité radar? Il y a plusieurs radars. Tu as les radars d'acquisition, de contrôle, de suivi. On va me dire, ouais, mais les Serbes l'ont fait tomber. Ouais, ils ont utilisé des techniques de pays de l'Est, de bricolage, et très très bien. Ils ont utilisé des Divina, je crois, il me semble que c'est des S-200. Ils ont tiré 2 missiles. Dans une zone qu'ils connaissaient bien, puisqu'ils avaient leurs espions qui étaient en Italie, près d'Aviano, et qui connaissaient ce type de couloir aérien. Le F-117 l'empruntait constamment, il ne sortait que de nuit. Donc ils ont juste eu à aligner là, à utiliser quelques lois physiques, à utiliser des radars basse fréquence, et ça leur a permis de les localiser. Mais ensuite, c'est à l'aveuglette. Le radar d'acquisition, c'est pas le radar de tir. Et le problème, c'est que le radar de tir, en basse fréquence, quand tu vois un avion furtif en basse fréquence, tu sais qu'il est là, mais à 500 mètres près. Ou à 2 km près. Je te balance des chiffres comme ça. Donc oui, on peut détecter ces avions. Mais ensuite, c'est les radars de tir. Et les radars de tir, ils ont besoin d'une précision. Ils ont besoin au moins que le missile approche et accroche avec l'infrarouge ensuite. Chaleur des moteurs, on va le dire comme ça, c'est plus simple.
L'infrarouge, c'est un peu plus compliqué. L'infrarouge lointain, l'infrarouge proche ou fort, chaud, enfin bref. Je ne rentre pas dans le domaine. Il y a deux types d'infrarouge en plus. Juste que les missiles, lorsqu'ils partent, sont guidés par GPS ou par autodirecteur ou par tout un tas de choses où il y a le tracé du truc, ça dépend du missile, où il y a le tracé du truc qui est préprogrammé, mais qu'en matière par exemple de combat aérien et autres, l'avion à une certaine distance, après il accroche en infrarouge, en faisant gaffe aussi de ne pas accrocher le soleil. C'est ce qui a causé le non-succès, là, comment on pourrait dire ça. Enfin, la première génération de missiles accrochait plus le soleil que les autres avions. Donc oui, les Serbes ont eu la chance, il le reconnaît, le colonel serbe, ils ont lancé deux S-200, enfin en tout cas deux missiles, il y en a un qui a accroché à l'infrarouge parce que c'était à peu près par là, mais ça reste un avion furtif. C'est-à-dire quasiment pas détectable avec les moyens de l'époque, et maintenant, oui, mais il reste encore compliqué à... Le problème de cet avion, alors c'est un avion d'attaque au sol, c'est le précurseur du F-35. Cet avion-là est fait pour attaquer au sol, balancer des bombes, faire du chirurgical. Il n'est pas là pour faire un appui, le close air support, c'est-à-dire venir aider des troupes qui sont en bas, qui sont emmerdées. Toi, tu arrives en haut, tu fais 2-3 démonstrations de force. Si ça ne suffit pas, tu arrives et tu canardes. Sauf si les troupes combattent de manière trop imbriquée, là, tu ne peux rien faire. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan, notamment lorsqu'il y a eu 10 soldats français tués dans une embuscade à Uzbin. Les combats étaient... les forces étaient trop imbriquées, l'aviation n'a rien pu faire. Cet avion-là, donc, il n'y a pas de canon. Il ne fait pas de combat aérien. Il va à 800 km, à peu près. Il y va comme un Boeing, comme un gros Boeing de l'aviation civile. Donc, c'est pas un avion qui est mania pour faire du... tu sais, il est comme ça et après, il fait du... Ah, ça se fait pas. Il ne peut pas combattre. Il est juste fait pour aller en traître, en loose dès la nuit. Il n'est pas repéré, il arrive, boum, une bombe chez le Premier ministre ou une bombe à telle ambassade, puisqu'à l'époque c'était très novateur de pouvoir envoyer des bombes guidées. Il a des bombes pavouées. Ah, elles pavent le chemin, tu m'étonnes, elles détruisent le chemin. Des GLE, des GBL, GBU. Alors jusque-là, je ne regardais pas. Deux bombes en soute. MK84 pavoué, GBU-10, hein, ou des GBU-27, c'est des bombes guidées, comme des missiles. C'est pas les bombes à gravitation que nous connaissions il y a 40 ans, c'est des bombes guidées. Ça coûte très cher, hein. Les Russes, par exemple, utilisent beaucoup en Syrie de bombes non guidées, les bombes classiques. Tu passes, ça tombe. Voilà, tout a été calculé, mais là, non, la bombe, elle va suivre son chemin. Tu peux même mettre un dispositif, c'est les Américains, et ça fait 20 ans qu'ils le font. Donc, tu vois, les Russes, ils n'ont rien inventé. Les dispositifs JDAM, ben, c'est un dispositif qui transforme ta bombe en missile, pour te la faire simple, hein, et elle est guidée par GPS et elle tombe pile à l'endroit où il faut. Et ouais, ça fait que maintenant, tu balances une ou deux bombes, au prix où ça coûte, de toute façon, une ou deux bombes, tu as réussi ta mission. Alors après, les évaluateurs, ils regardent, ouais, c'est bien, le hangar a été détruit, on n'a pas besoin de repasser. Là où avant, il fallait 600, 700, 800 bombes. On va voir un petit peu l'aviation... deuxième génération, celle de la Deuxième Guerre mondiale, il te fallait 1000 bombes, 1500 bombes pour détruire des fois un point. Là, il dit non. Là, l'autre, il a des chips, il est comme ça, avec une manette. Hop, tranquille. Ouais, ça va. C'est le sketch du vendeur de chiots. Bref, on se calme, Ah ouais, garde-toi. Garde-toi près de la salle Valier, voilà. Hein. Ah non, faut pas payer aujourd'hui, c'est le week-end. Pourquoi je vous le montre? Parce qu'on va avoir des avions de ce type, mais la deuxième génération, donc des F-22 et des F-35, qui vont frapper. On va aussi avoir qui vont frapper de cette manière-là. Mais là, au moins, avec cet avion, un avion lent, un avion à le fichu, très peu armé, mais un avion logique, qui ne coûte pas si cher que ça. Il est utilisé de nuit, c'est un avion chirurgical. Voilà, on tape de manière chirurgicale, il ne fera que de l'attaque au sol. Ce qui est beaucoup plus cohérent que le F-35 qui cumule, tous les inconvénients de tous les autres avions sans avoir les avantages, parce qu'il n'est pas aussi fort que le F-117, il n'est pas aussi fort que le A-10, il n'est pas aussi fort que le F-16, il n'est pas aussi fort que le F-18. C'est les avions qu'il prétend remplacer. Il n'est pas aussi fort que l'Osprey V-22, il n'est pas aussi fort que tout ça. Il a juste leurs défauts. Tu imagines un type qui a pris le défaut de tous les autres types du groupe alors qu'il devait
normalement remplacer tout le groupe pour pas cher. C'est à ça qu'on aura affaire s'il y a une frappe. Pas lui. Alors j'ai appris récemment qu'il en restait, qu'il en restait. Alors c'est marrant parce que l'armée américaine qui ne veut pas avouer que le F-35 est un gros fiasco et qui essaye de se défausser sur ses larbins alliés en leur disant achetez-en nous, comme ça on va amortir les pertes les amis, a remis en selle ces avions il n'y a pas longtemps. Ça c'est, tiens, pépitaines locaux. Ils en ont remis en selle des avions comme ça, alors qu'ils les avaient sortis du circuit, ils les ont remis en selle. On a vu des avions comme ça voler sur certaines bases américaines et il me semble que sur la base de Nellis, ils se remettent à voler. Ça sous-entend qu'on va les utiliser puisque le F-35 coûte la peau du cul, n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande de faire. Et si jamais un F-25 tombe au-dessus de la Syrie ou l'Iran, je peux te dire que c'est branlette générale là-bas, c'est jour de fête, ils font une statue, tout ça, et c'est chial de l'autre côté. Donc il vaut mieux à la limite perdre des F-117. Voilà pourquoi je pense qu'ils les ont réactivés pour pouvoir les mener au combat. Donc on voit petit à petit autour de l'Iran, donc tout ça. Je n'ai pas encore fait le montage, mais je vous mets la vidéo de la raisonnement. Voilà, j'essaie de vous tenir au courant. Le deuxième bateau pris par les Iraniens a été relâché. Et ça, c'est typiquement, voilà, encore une fois, c'est de l'analyse. Ça, c'est la mentalité moyen-orientale, on peut même dire arabe, perse et tout. Ils n'ont pas pris un bateau pour un bateau. Non, ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont pris plein de bateaux et ils en ont relâché en disant non, c'est vrai que toi, tu as respecté le droit, on a fait une enquête. En fait, c'est pour crédibiliser, entre guillemets, les raisons qu'ils donnent pour l'arraisonnement du Stena Impero, alors qu'on sait tous qu'ils l'ont pris juste en mesure de rétorsion. Et que les Anglais ne viennent pas parler de droit international, parce que le droit international et le droit de la guerre et tous les droits autorisent ce qu'a fait l'Iran. C'est une réplique juste et proportionnée. Tu saisis des bateaux à Gibraltar. Déjà, qu'est-ce que tu fais à Gibraltar? C'est en Espagne, Gibraltar. Qu'est-ce que tu fais à Gibraltar? Non, si, qu'est-ce que tu fais? Ils contrôlent l'entrée de la Méditerranée, le mec. C'est ce qu'ils font, ils contrôlent l'entrée de la Méditerranée pour les sous-marins, les bateaux et tout ça. Hein. Ils ne sont pas à Gibraltar pour le tourisme ou pour aller voir Barcelone jouer. Hein. Donc ça fait un peu au Barcelone, mais bref. Quel droit tu arraisonnes des bateaux comme ça, au nom d'un embargo qui a été décidé par toi et tes amis, alors que vous cyberharcelez, vous harcelez, non j'arrête, vous harcelez depuis 40 ans hein, l'Iran. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? À l'heure où je te parle, si, je veux rajouter quelque chose par rapport à cet avion. Je peux même rajouter plein de choses. Moi, je pense que la technologie du furtif est une technologie plus qu'un slogan commercial qu'autre chose. Certes, ces avions-là, le problème de ces avions, c'est qu'ils coûtent la peau du cul. Il faut les entretenir comme une diva. Il faut leur avoir des hangars bien précis. Il faut que l'autre soit à 22 degrés. Il faut lui offrir un millefeuille le matin. Il faut lui des croissants l'après-midi. Non, j'exagère à peine. Ça coûte de l'argent. C'est chiant à entretenir. L'heure de vol coûte très cher. En plus, ils sont très vite dépassés technologiquement. Parce que les pays pour lesquels ils ont été faits. Parce qu'à la base, ce genre d'avion, c'était pas contre le Burkina Faso. Hein. C'était pas contre le Maroc. Hein. C'était contre la Russie, la Chine, c'est-à-dire des États ennemis, mais forts, de premier niveau. C'était pas fait pour la Syrie, ce genre d'avion. Quand tu vois des F-22 américains au-dessus de la Syrie, bon, je pense qu'ils espionnent l'Iran, qu'ils testent leurs avions, mais il y a pas, c'est n'importe quoi. C'est comme si je prenais un canon ou une mitrailleuse pour tuer un moustique. C'est la même merde. C'est la même bêtise. Donc ces avions-là qui ont été faits pour sont dépassés technologiquement, ils ne sont pas aussi furtifs qu'on le dit, ils supposent un revêtement de peinture, ils supposent par exemple le F-35 ne doit pas s'approcher à plus de 10 km d'un orage, non mais t'imagines le truc. En fait, leur utilisation est archi compliquée, archi difficile, tout est compliqué, tout est difficile. Pour quel gain? Aucun. Ah, je vais me cacher dans la zone, mes ennemis ne vont pas voir, mais dès que j'ai lancé 2 missiles, on va me cramer. Ah, puis peut-être que mes ennemis peuvent me voir aussi avec d'autres types de radars, radar télévision, radar de telle nature. Il y a d'autres manières de les voir. Donc, ça claque des sous qui ne peuvent pas servir à développer d'autres projets. Alors, cet avion-là a été développé, hein, pour ceux qui nous traitent de complotistes, et ça a été reconnu, et ça reste toujours le cas, c'était un black projet. Comme il y a des black opérations.
Non, parce que dès qu'on dit un truc, hein, qui est complotiste, tu sais, les beaufs, les nouveaux beaufs de centre-ville qui viennent nous apprendre sur YouTube comment il faut considérer le monde. Parce que on leur a dit, il fallait que. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tu vois, je perds le fil. Le Black Operation, c'est très simple. Chaque État espionne les autres États. Il y a plusieurs types d'espionnage, le renseignement électromagnétique, le renseignement humain, le renseignement ce que tu veux, le renseignement à voile à voile, à vélo. Il y a l'analyse de sources blanches, il y a l'introduction, il y a qu'est-ce que c'est, enfin bref. Tu m'as compris. Ça pourrait faire l'objet d'au moins 20 vidéos d'espionnage, civil et militaire. Et il y a quelque chose qu'on fait, c'est d'aller voir les sources blanches. Tu peux aller voir le budget de l'État, tu peux aller voir le budget du Sénat, tu peux aller voir le budget qui a été alloué aux services, voilà pourquoi aux services spéciaux, le budget alloué à la police, tu peux aller creuser sur telle ou telle boîte, et puis petit à petit tu t'aperçois que telle boîte qui est là-bas fait de l'optique, mais personne ne la connaît parce qu'ils sont trois, qu'elle achète là, qu'il y a des stocks achetés là par le biais d'une boîte machin, c'est comme ça que tu commences à subodorer qu'il y a quelque chose. Et après tu commences à rentrer dans le dur, dans ce qui est secret. Je peux t'assurer que les ministères, parce qu'il y a des obligations légales, les ministères doivent rendre des comptes et les comptes publics, c'est très détaillé. Hein. La compta publique, c'est chiant, c'est très détaillé, ligne par ligne. Qu'est-ce qu'ils vont faire, voilà pourquoi les services secrets français, en fait, bénéficient et tous les services secrets normalement du monde bénéficient de quelque chose qui est, on annonce leur budget global, sans rentrer dans le détail. Et les frais de fonctionnement, les frais de ci, les frais de ça. On donne très peu d'infos, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui essayent de les avoir, ces infos. Lorsqu'un État comme les USA veut développer des projets secrets, ou la France, ou la Russie, il y a ce qu'on appelle les black programmes. Donc, voilà, ce sont ces programmes-là, il faut développer un avion ou telle arme secrète, et je pense qu'il y en a beaucoup développés en ce moment et beaucoup finis qui attendent d'être testés, et qu'on testera dans l'optique d'une guerre mondiale, des armes soniques, des armes ultramagnétiques, des armes pour l'espace. Donc, il faut des budgets. Il faut être discret, il faut des budgets. Et la discrétion suppose qu'on doit être discret même à l'intérieur de son ministère. Il est hors de question que des comptables classiques qui ne sont pas habilités puissent avoir des données et comprendre qu'il y a de l'argent qui part à droite et à gauche et qui ne va pas servir à ce pourquoi il avait été prévu, mais pour alimenter des black programmes. Très souvent, tu as certains comptables, on va les appeler comme ça, je ne sais pas quel est leur nom, ou commissaire au compte, ou ce que tu veux, bref, qui sont habilités, secret défense, parce qu'ils vont manier des informations qu'ils ne maîtrisent pas. C'est la technique du cloisonnement. Donc pour pas que l'ennemi, pour pas que l'adversaire ou le futur adversaire qui est l'ami d'aujourd'hui puisse plus ou moins avoir les grandes lignes de ce que tu fais et puis se dire attends, le gars il a mis 200 000 milliards de côté sur 10 ans, il est en train de nous préparer quelque chose. Donc pour ça, ces budgets-là viennent alimenter les black programmes de manière subreptice. Par exemple, tu as une partie du budget, ça va être le ministère de l'Agriculture, qui l'aura parce qu'il arrose voilà, pour les lycées agricoles. Tel budget peut venir tel truc, tel budget. Le F-35 qui engloutit des milliards peut aussi nous inciter à penser que cet argent, il y a de la perte, ça fait tourner le lobby machin chouette. Je crois qu'ils sont 160 000, peut-être plus. Je ne sais plus combien il y a de milliers, de centaines de milliers de gens qui travaillent pour ce lobby militaro-industriel et de boîtes, etc. Je pense que c'est en millions. Que même cet argent perdu, en fait, elle sert à faire tourner une usine à gaz qui sert à rien. On fait des guerres pour alimenter un lobby qui peut nous donner de l'armement pour qu'on puisse faire des guerres. Ouais, c'est 250 ans d'Amérique. Et, enfin, surtout depuis 1945 et depuis le moment où Ike Eisenhower a dénoncé ça. Et on y est. Il a dénoncé ça, Eisenhower. Peut-être pas en 1945, peut-être un peu plus tard. En tout cas, il a dénoncé ça en disant méfiez-vous de ces gens. Ces gens-là ne respectent pas la démocratie, le peuple, tout ça, tout ça. Bah ouais. Le Pentagone, Lockheed Martin, je sais pas, VOOC, toutes ces firmes-là, Raytheon, tout ça, elles ont besoin de guerre, hein, de théâtre d'opération pour exister. Sinon, elles licencient. Sinon, leur chute de profit, elles n'en font pas.
Et puis elles disent au gouvernement, écoutez, nous demain on va licencier 100 000 personnes dans le nord des USA parce qu'on n'a pas de guerre. Tu comprends pourquoi dès le départ les dés sont pipés, sont viciés, ces gens sont malsains, parce que dès le départ ils ne peuvent exister que sur les guerres. Eux, leur gouvernement et une certaine partie de leur industrie. Alors, je te le fais vite encore une fois. Les black programmes donc servent. Et le F-35 par exemple, je pense qu'une partie de cet argent a été détournée en black programme. Voilà. C'est une vidéo qui se veut de suivi, je veux suivre l'information, la vidéo que je t'ai posée hier, donc voilà, je te la pose aujourd'hui, elle est un peu fouillie, mais tout se tient. Rappelle-toi que ça, maintenant, ça s'appelle un F-35. Et en même temps, on a ressorti les F-117, Nike Hawk. Voilà, il arrive, il pose 2 bombes et il s'en va. Voilà. Donc je pense que les 2 bombes, il ne va pas les poser au front. C'est du stratégique. C'est une utilisation stratégique, même si elle paraît tactique. Enfin, non, elle est tactique et stratégique. Stratégique dans le tactique. Voilà. Tu peux toucher des chefs, tu peux toucher des endroits bien précis. C'est un peu la différence entre les forces spéciales et les commandos. Les uns font du chirurgical avec des trucs bien précis où il faut de la finesse, alors que les commandos, c'est le choc et le feu, on rentre et on sort. Et si possible, on prend quelque chose au milieu, c'est le but. Voilà. Bon, je vais faire le montage là, je vais la poser ce soir, nous sommes samedi. La bise à tout le monde, merci, hein, merci de vous lire, merci, tout ça. Et puis profitez des vacances si vous êtes en vacances. Profitez un peu de la fraîcheur qu'il y a, surtout là maintenant. Là, puis voilà, et puis la bise, tout ça, et puis je sais pas quoi finir, je sais pas comment finir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pousse, envoie de l'argent, j'ai besoin de 10 000 $ pour m'acheter un autre F-117. Non, il faut que je lui répare son... La dérive là derrière, il faut que je la répare. Eh ouais. USAF. Ah, il est pas beau. Ah, regarde, il est pas beau. Ouais, les ovnis, les reptiliens, maintenant c'était ça que tu voyais, petit con. Voilà. Les reptiliens, les reptiliens. Imagine, il y a 15 ans, et je finirai là-dessus. Imagine, il y a 15 ans ou 20 ans, des gens qui passent, qui voient le casque d'un des pilotes de F-22. Enfin, regardez les casques des aviateurs maintenant. Ben, le gars, on dirait une mouche. Ben, c'est des mouches, elles envahissent la Terre. Elles arrivent de Neptune ou je sais pas où. C'est ça. Lui, il y croit vraiment. Puis de là partent. Et alors que non, il a vu juste un casque vision 360 degrés, ce qu'ont les aviateurs à l'heure actuelle. Petit rajout là, hein, parce que je suis en live hein, sur différents sites. Le Mesdar, le deuxième pétrolier qui a été relâché, était un pétrolier pétrolier algérien appartenant à la Sonatrach, grosse entreprise d'État et grosse entreprise africaine de pétrole. Donc il a été relâché très vite. Ceci explique cela. Il y a dû avoir des coups de fil parce que l'Algérie et l'Iran ont des bonnes relations. Des bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. Donc je comprends pourquoi il a été relâché. Donc en fait ils ont dû l'attraper parce qu'ils attrapaient tout ce qui passait. Et lorsque les autres les ont appelés en disant attends copain, c'est mon bateau, je t'ai rien fait et tout, ils l'ont très vite relâché. Voilà, je comprends mieux pourquoi ils ont relâché le deuxième bateau. Et ce n'est pas, comme je le disais dans la vidéo là, hein, pour donner plus de crédibilité. D'ailleurs, c'est un peu con ce que j'avais dit, parce qu'en fait, l'Iran ne cherche pas à donner plus de crédibilité à quelque chose qui n'est pas crédible, c'est-à-dire l'arraisonnement de bateaux. Non, l'Iran veut absolument montrer qu'elle ne se laissera pas faire et que si on arraisonne ces bateaux, ils feront pareil. Surtout qu'ils ont commencé à raisonner quelques heures après la décision des juges britanniques de ne pas relâcher leur bateau et de le garder encore 30 jours. Alors, ils ont attendu, ils ont essayé de le sortir avant. Voilà, donc c'est la petite précision. Le deuxième bateau a été relâché parce qu'il appartenait à un pays ami. Ça s'est fait tranquille. D'ailleurs, d'après les déclarations, ça semble s'être fait tranquille. Aucun dégât, aucun incident humain ou matériel. Quant au premier, qui appartient à un Anglais, même s'il est pavillon libérien, il demeure là-bas et je ne serais pas étonné qu'ils essaient de choper d'autres bateaux. À la va-vite, comme ça, à la rapidos. Hein, parce qu'avec leur vedette, je pense pas qu'ils puissent lutter contre une frégate ou plusieurs frégates. Hein, surtout que si une frégate engage le combat, quelques secondes, c'est réglé. Et s'ils ramènent d'autres bateaux, il y a d'autres frégates qui arrivent. Non, le but, c'est d'attirer vers eux. Voilà. La bise, la chaleur, le pouce, commentaire préapprouvé, tout ça. Allez, un petit coup, attends, pour finir. Bombing Iran. Attends, je vais faire ma tête de Netanyahou. Allez. La guerre.